Diese Sitzung, wenn ich das richtig verstehe, war durch das Bestreben einzelner Delegationen motiviert. Si j'ai bien compris, la réunion d'aujourd'hui a été motivée par le souhait de certaines délégations d'aborder la question de l'impunité en Ukraine. Je pense que cela tombe à point nommé. Ce terme reflète exactement ce qui se passe dans ce pays depuis 2014. Les forces nationales radicales, ouvertement russophobes et néo-nazis, sont arrivées au pouvoir à l'époque par un coup d'État armé, avec le soutien direct des pays occidentaux. Immédiatement après, ils se sont engagés sur la voie de l'anarchie et du mépris total des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit à la vie, le droit à la liberté d'expression, le droit d'accès à l'information, le droit à la liberté de conscience et le droit d'utiliser sa propre langue maternelle. Les crimes du Maïdan en février 2014 restent impunis. Les auteurs de la tragédie monstrueuse du 2 mai 2014 à Odessa, au cours de laquelle une cinquantaine de personnes ont été brûlées vives et tuées dans la maison des syndicats de la ville, n'ont pas été retrouvés ni punis. Sur cette liste de crimes impunis figurent également les assassins politiques d'Alexandre Bouzina, de Pavel Tcheremet et d'autres personnalités publiques et journalistes. Malgré cela, on tente aujourd'hui de nous imposer un tout autre récit sur l'agression russe comme cause profonde de tous les problèmes. Ce faisant, on ignore le fait que l'armée ukrainienne et les milices des formations nationalistes tuent et assassinent impunément les habitants du Donbass depuis plus de 8 ans. Uniquement parce qu'ils ont refusé de reconnaître les résultats du coup d'État criminel, sanglant et anticonstitutionnel de Kiev et ont décidé de défendre leurs droits garantis par la constitution ukrainienne, y compris le droit d'utiliser librement leur langue maternelle russe. Rappelez-vous comment le Premier ministre de l'époque, Yatsenyuk, a déclaré en 2015 que des sous-hommes vivaient dans le Donbass. L'actuel président Zelensky n'est pas en reste. Lors d'une interview en septembre 2021, alors qu'on lui demandait ce qu'il pensait des habitants du Donbass, il a répondu qu'il y avait des hommes et qu'il y avait des créatures, des sujets. C'est une caractéristique constante du régime ukrainien, tant sous Porochenko que sous Zelensky. Ils ont déclaré terroristes tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les résultats du coup d'État. Depuis 8 ans, le régime de Kiev mène une opération militaire contre la population civile. En Ukraine, on assiste depuis de nombreuses années à une mobilisation totale de toute la population adulte, y compris des femmes, pour les enrôler dans les rangs des bataillons nationalistes et des forces armées ukrainiennes. Alors que le gouvernement de Kiev affirme hypocritement être attaché aux accords de Minsk, il a ouvertement et impunément saboté leur mise en œuvre. Un blocus financier, des transports et de l'énergie a été imposé au Donbass. Les habitants de la région ont été privés de prestations sociales, de pensions, de salaires, de services bancaires, de communication, d'éducation et de soins de santé. Ils ont été privés de leurs droits civils fondamentaux, y compris ceux qui sont garantis par le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. À un moment donné, Zelensky s'est lassé de faire semblant et a déclaré que le paquet de mesures de Minsk n'était nécessaire que pour maintenir les sanctions imposées à la Russie. Son prédécesseur et co-auteur des accords de Minsk, Petro Porochenko, était encore plus ouvert. Il y a quelques mois, il a déclaré publiquement et fièrement que ni lui ni personne en Ukraine n'appliquerait cet accord qu'il avait signé. Il n'était nécessaire que pour gagner du temps afin d'obtenir des armes de la part des pays occidentaux pour la guerre avec la Fédération de Russie. Le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, Danilov, a tenu les mêmes propos. Le régime de Kiev doit sa propre impunité à ses curateurs occidentaux, en premier lieu l'Allemagne et la France, et bien sûr les États-Unis.
Au lieu d'exiger des dirigeants de Kiev qu'ils mettent en œuvre les accords de Minsk, Berlin et Paris ont cyniquement fermé les yeux sur les menaces ouvertes de Kiev de résoudre le problème du Donbass par la force, le fameux plan B. Ces dernières années, le régime de Kiev a mené une vaste attaque frontale contre la langue russe. Il a violé en toute impunité les droits des populations russes et russophones d'Ukraine. Des lois linguistiques scandaleuses ont été adoptées. Sur l'éducation en 2017, sur la garantie du fonctionnement de la langue ukrainienne comme langue d'État en 2019, sur l'enseignement secondaire général en 2020 et sur les peuples autochtones d'Ukraine en 2021. Ils visent tous à évincer la langue russe, voire à l'interdire totalement. Dans le même temps, des lois encourageant la théorie et la pratique du nazisme ont été adoptées. Kiev a ignoré les timides recommandations de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du Haut-Commissaire de l'OSCE pour les minorités nationales visant à corriger la loi sur les langues. De leur côté, ces structures multilatérales n'ont pas trouvé le courage, peut-être ne leur a-t-on tout simplement pas permis, d'inciter le gouvernement ukrainien à respecter ses obligations internationales en matière de droits de l'homme. Le ministère ukrainien de l'Éducation a supprimé la langue et la littérature russe du programme scolaire. Comme dans l'Allemagne nazie, les livres en russe sont interdits et détruits et les monuments dédiés aux écrivains russes sont détruits. Avec le soutien de l'État, une idéologie d'intolérance nationale est imposée aux Russes de souche. Aujourd'hui, les fonctionnaires du pays ne cachent plus leur identité nationale socialiste et appellent ouvertement et impunément au meurtre de personnes russes. En voici quelques exemples. L'ambassadeur ukrainien au Kazakhstan, Vrublevski, qui se trouve actuellement à Kiev, s'est exprimé comme suit lors d'une interview le 22 août dernier. « Nous essayons de tuer le plus possible d'entre eux, les Russes. Plus nous tuerons de Russes maintenant, moins nos enfants devront en tuer. C'est tout. » Quelqu'un y a-t-il prêté attention? Le maire de Dniepr, Filatov, s'est exprimé dans le même sens au printemps dernier. Le temps de la colère froide est arrivé. Nous avons maintenant le plein droit moral de tuer ces bêtes dans le monde entier, en toute sérénité et avec une intelligence absolument intacte, et ce, sans limite de temps et en plus grande quantité que possible. Le 13 septembre dernier, le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense, Danilov, a déclaré « Dans les colonies où les forces ukrainiennes pénètrent, les habitants seront ukrainisés sans tenir compte de leur opinion. Cela ne concernera pas seulement les Russes, mais aussi les représentants d'autres nationalités. Si vous voulez en plus apprendre d'autres langues, le roumain, le polonais ou l'hébreu, allez-y, mais pas aux frais de notre État, à vos frais. » Dois-je encore mentionner que toutes ces frasques russophobes sont restées absolument impunies? Il ne s'agit pas seulement de russophobie. Il a parlé de représentants d'autres ethnies vivant en Ukraine. Le point culminant a été l'interview de Zelensky du 5 août 2021, dans laquelle il a conseillé à tous ceux qui se sentent russes de partir en Russie, pour le bien de leurs enfants et petits-enfants. J'ai l'impression que la décision des habitants de certaines régions d'Ukraine, qui organisent à présent des référendums, est la réponse à ces souhaits. Sous couvert de lutte contre l'agression russe et le séparatisme, la persécution des dissidents en Ukraine s'intensifie. En mars dernier, 11 partis politiques ont été interdits sous prétexte de leur lien avec la Russie. Les principales chaînes de télévision d'opposition en langue russe ne peuvent plus diffuser depuis longtemps. Les sites web dont le gouvernement ne veut plus sont bloqués. Les journalistes sont persécutés s'ils tentent d'exprimer une opinion différente du narratif officiel. La célèbre militante ukrainienne, Elena Beretsnaya, qui s'est exprimée à plusieurs reprises devant les Nations Unies et l'OSCE sur la montée du néozanisme, sur la montée du néonazisme en Ukraine, est détenue dans les prisons du SBU. Nous n'avons aucun doute sur le fait que l'Ukraine s'est définitivement transformée en un État nazi totalitaire, où les normes du droit international humanitaire sont impunément bafouées. Il n'est pas étonnant que les forces armées ukrainiennes et les bataillons nationalistes aient recours à des tactiques terroristes et utilisent les civils comme boucliers humains.
Dans ce contexte, l'attitude des États qui introduisent des armes et des équipements militaires en Ukraine et qui forment les forces armées ukrainiennes est particulièrement cynique. L'objectif est évident. Ils ne le cachent pas, ils le déclarent. Prolonger les hostilités aussi longtemps que possible, malgré les pertes et les destructions, afin de saigner la Russie et de l'affaiblir. Ce comportement est une implication directe des pays occidentaux dans le conflit ukrainien, ce qui fait d'eux un parti. En attisant délibérément ce conflit, l'Occident collectif reste également impuni. Bien sûr, ils ne se puniraient pas eux-mêmes. Nous ne nous faisons aucune illusion sur le fait qu'aujourd'hui, les forces armées russes et les milices de la DNR et de la LNR ne font pas seulement face aux formations néo-nazies du régime de Kiev, mais aussi à la machine de guerre de l'Occident communautaire. Grâce à des systèmes modernes, stratégiques, des avions, des bateaux, des satellites et des drones, l'OTAN fournit des renseignements en temps réel aux forces armées et déclare que la Russie doit être vaincue sur le champ de bataille, comme le déclarent directement les autorités de l'UE, et qu'en guise de punition, elle doit être privée de toute souveraineté. Ce n'est plus du racisme latent, mais du racisme ouvert. Dans le cadre des tirs massifs sur les colonies dans le Donbass, Zelensky se réjouit de l'efficacité des armes occidentales. Voici ce qu'il dit. On a enfin le sentiment que l'artillerie occidentale, les armes que nous avons reçues de nos partenaires, sont très efficaces. La précision est à la hauteur de ce qu'elle doit être, a déclaré cyniquement le dirigeant de cette entité étatique. Pourtant, aucun objectif militaire ou stratégique n'a été touché dans les colonies bombardées. C'est la population civile du Donbass qui souffre. Depuis la fin du mois de juillet dernier, les forces armées ukrainiennes larguent à distance des mines antipersonnelles interdites au-dessus du centre de Donetsk et de sa banlieue. Leur utilisation viole grossièrement la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles de 1997 que l'Ukraine a ratifiée en 2005, ainsi que le deuxième protocole de la Convention de Genève sur les armes conventionnelles, qui interdit les mines qui n'ont pas un mécanisme d'autodestruction. Ces atrocités ont été rendues possibles et restent impunies, parce que les États-Unis et leurs alliés, avec la complicité des institutions internationales des droits de l'homme, couvrent systématiquement les crimes du régime de Kiev depuis 8 ans et fondent leur politique à l'égard de M. Zelensky sur le principe américain bien connu « Of course, he is a son of bitch, but he is our son of bitch ». La vérité inconfortable qui assombrit la belle image de l'Ukraine en tant que victime de l'agression russe est soigneusement passée sous silence et ouvertement évacuée. Même l'Organisation occidentale de défense des droits de l'homme, Amnesty International, qui ne peut guère être soupçonnée de sympathie envers la Russie, a été vivement critiquée et stigmatisée comme agent du Kremlin, simplement parce qu'elle a confirmé dans son rapport les faits connus selon lesquels Kiev installe des positions de combat et des artilleries lourdes dans des zones résidentielles. Le bombardement criminel de la centrale nucléaire de Zaporijia par des combattants du régime de Kiev, qui fait courir le risque d'une catastrophe nucléaire, reste impuni. Et ce, bien que des collaborateurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, soient en permanence présents sur le site depuis le 1er septembre dernier, et que la partie responsable du tir soit facilement identifiable. Je rappelle que la visite de l'AIEA à la centrale nucléaire a été arbitrairement retardée, car tous les détails avaient déjà été coordonnés le 3 juin dernier. Par conséquent, la mission aurait pu s'y rendre sans être dérangée. Une situation inappropriée s'est par la suite produite lorsque le département de la sécurité du secrétariat de l'ONU a refusé d'autoriser l'itinéraire convenu par la Russie et l'agence. Il a ensuite prétendu que l'AIEA déterminerait elle-même la planification de la mission. Ce plan peu scrupuleux a retardé de 3 mois la visite de la mission de l'organisation à la centrale nucléaire. Le sort des soldats russes tombés aux mains des nationalistes ukrainiens suscite de vives inquiétudes. Il existe de nombreuses preuves qu'ils ont été maltraités au mépris du droit humanitaire international et qu'il y a eu des exécutions sommaires. Je suis sûr que ceux qui s'intéressent aux véritables événements en Ukraine ont vu des vidéos sur le massacre des prisonniers de guerre russes jetés à terre
les mains attachées dans le dos, et tué d'une balle dans la tête par les nazis ukrainiens. Est-ce qu'un des pays représentés ici s'est exprimé sur ce crime? Nous disposons de nombreuses preuves de ces actes et d'autres actes criminels commis régulièrement par le régime de Kiev depuis 2014. Les forces de l'ordre russe, en collaboration avec leurs homologues de la DNR et de la LNR, relèvent les faits de ces crimes et enquêtent soigneusement sur ceux-ci. Plus de 220 personnes impliquées ont été identifiées, dont des représentants du haut commandement des forces armées ukrainiennes et des commandants d'unités militaires qui ont tiré sur des civils. Des citoyens du Royaume-Uni, du Canada, des États-Unis et des Pays-Bas font l'objet d'une enquête pour avoir mené des activités de mercenaires et des actes criminels en Ukraine. Je peux vous assurer que tous les responsables, quelle que soit leur nationalité, seront tenus pour responsables. Je tiens à souligner une nouvelle fois les points suivants. Fin mars dernier, à Istanbul, les négociateurs russes et ukrainiens avaient pratiquement accepté les propositions de Kiev pour parvenir à un accord. Mais la tragédie de Boutcha s'est produite quelques jours plus tard. Personne n'a douté qu'il s'agissait là d'une mise en scène. Immédiatement après, nos collègues occidentaux ont attisé l'hystérie et mis en place de nouvelles sanctions contre la Fédération russe en nous accusant de tuer des civils. Une fois les faits de propagande atteints, plus personne ne s'est souvenu de Boutcha, sauf nous. En présence du secrétaire général, des honorables ministres, je lance un nouvel appel. De grâce, faites en sorte que le gouvernement ukrainien publie simplement les noms des personnes dont les corps ont été montrés à Boutcha. Cela fait des mois que je le demande. Personne n'écoute et personne ne veut réagir. Monsieur le secrétaire général, veuillez au moins faire usage de votre autorité, je vous en prie. Je pense qu'il sera utile à tous de clarifier cet épisode. Nous avons remarqué l'activité accrue de la justice internationale concernant l'Ukraine. Certains efforts sont annoncés pour enquêter sur les crimes commis en Ukraine et attribués à l'armée russe. Tout cela est voulu, nous le voyons très bien. Ni le coup d'État sanglant à Kiev en 2014, ni la tragédie d'Odessa le 2 mai 2014, ni les bombardements de villes pacifiques du Donbass, ni le bombardement de Lugansk le 2 juin 2014, ni bien d'autres faits n'ont entraîné la moindre réaction visible de la part de la Cour pénale internationale. Plus de 3000 demandes pour des crimes commis contre des habitants du Donbass ont été transmises à la Cour. Aucune réaction n'a été enregistrée. Manifestement, la direction de cet organe judiciaire a désormais reçu l'ordre d'en haut de déclencher une tempête d'indignation. Nous n'avons pas confiance en cette commission. Nous avons attendu en vain pendant 8 longues années que la lutte contre l'impunité commence en Ukraine. Nous n'attendrons plus de justice de cette institution et d'une série d'autres institutions internationales. Le temps de l'attente est terminé. Tout ce que j'ai dit confirme une fois de plus que la décision de lancer une opération militaire était inévitable. Nous en avons parlé plus d'une fois. Nous avons présenté de nombreuses preuves montrant comment l'Ukraine s'est préparée à jouer le rôle de l'anti-Russie en tant que tremplin pour créer et mettre en œuvre des menaces pour la sécurité russe. Je peux vous assurer que nous ne permettrons pas que cela se produise. Ich kann Ihnen versichern, dass wir das nicht zulassen werden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.